Alors, à la barakatullah, on va commencer cette partie sur le langage OWL dans sa deuxième version qui est la version 2. Le langage OWL, comme on va le voir, est un langage qui est une extension de ce qu'on avait avec RDF Schema. Donc, tout ce qu'on avait avec RDF Schema, on va le réutiliser dans OWL et on va ajouter, comme vous allez le constater, énormément de nouvelles choses. Parce que si vous vous rappelez avec RDF Schema, le gros problème, c'est que c'est un langage qui est un peu pauvre sémantiquement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas représenter énormément de choses avec le langage RDF Schema, chose où le problème qui est contourné avec le langage OWL. Alors, déjà, OWL, c'est l'acronyme de Web Ontology Language. Donc, dans l'acronyme, ils ont inversé le O et le W pour avoir OWL. C'est un langage de représentation de connaissances qui offre la possibilité de représenter des connaissances qui sont riches et complexes à la fois. Aussi, il doit être manipulable par les machines, comme vous allez le constater, avec pas mal de syntaxe, dont la syntaxe XML. Et c'est un des piliers de la pyramide du web sémantique. Donc, on le retrouve au milieu carrément. Le WS, c'est aussi une recommandation du W3C. La dernière version, elle remonte à décembre 2012. Et comme je disais, il fait partie de la pyramide du W3C et se trouve au milieu, juste au-dessus du RDF schéma. Parce que comme je vous ai dit, le WS est une extension du RDF schéma. Alors, sinon, le WL, il est fourni avec ce qu'on appelle des profils, qui sont des sous-langages dont la sémantique formelle diffère selon le champ d'application. Alors, ces profils sont au nombre de 5. On a l'OWL 2TL, EL, QL, RL et full. On va voir chacun de ces profils. Alors, pour l'OWL 2TL, donc c'est un langage OWL, c'est le langage OWL pour les logiques de description. Donc, si vous vous rappelez, on a parlé dans le premier chapitre du cours des logiques de description. Il propose pas mal de choses qu'on peut utiliser pour représenter des connaissances. Donc, toutes ces choses-là qui existent dans les logiques de description, on les retrouve dans ce profil d'OWL2DL. Et comme on va le voir, l'OWL2, il offre énormément de choses, mis à part ce qu'on a vu dans la partie sur la logique de description. Deuxième profil, c'est l'OWL2EL. Donc, qui est utilisé pour concevoir des ontologies avec une structure qui est très complexe et avec une expressivité riche. Donc, c'est des ontologies pour lesquelles on est plus intéressé par la structure que par les individus ou les instances. Donc là, généralement, on retrouve dans ce genre d'ontologie ou dans ce profil OWL des ontologies avec un grand nombre de classes et de propriétés. Alors, à l'inverse, on a ce qu'on appelle l'OWL2QL. Donc, c'est un profil pour la conception d'ontologie qui possède, dans ce cas, un grand nombre d'individus avec une expressivité limitée. Donc là, on est plus intéressé par les individus que par la structure de l'ontologie. Donc, généralement, on a des ontologies qui possèdent, dans ce genre de cas, des classes, un nombre de classes et de propriétés qui est très limité. Mais par contre, les données, elles sont énormes. Et là, à un certain moment, il est préférable que les données soient gérées au sein d'un autre système. Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qui peut poser problème si on a un grand nombre d'individus et qui va nous contraindre par la suite à utiliser un autre système pour gérer ces individus, à votre avis? Pourquoi on va gérer les individus au sein d'un autre système? Pourquoi ne pas les gérer directement sur l'ontologie? Non? Aucune idée? Monsieur, Oui? pour garantir le principe d'engagement ontologique minimal. Non, parce que là, on parle plus de, comment dirais-je, d'individus. On ne parle pas de la structure. Le principe d'engagement ontologique minimal, on en parle dans la conception, quand on veut créer les concepts et les relations qui vont lier entre ces concepts. Mais là, on parle plus d'individus.
Donc, on suppose qu'on a déjà la structure de l'ontologie, les concepts, les relations et tout. Là, le problème, il est au niveau des individus. Donc là, c'est des ontologies qui possèdent un grand nombre d'individus. Et du coup, on va se retrouver avec des fichiers OWL énormes. Donc là, Mariam Lecheb dit pour gérer l'accès à ces données, d'une certaine manière. Mais le problème, il vient principalement du fait qu'une ontologie, elle est généralement représentée sous forme d'un document textuel. Comme vous le savez sûrement, pour traiter un document textuel avec un langage de programmation, généralement, l'accès, il est séquentiel, c'est-à-dire depuis le début du fichier vers la fin du fichier. Et dans le cas d'ontologie, principalement si vous utilisez la syntaxe XML, ce sera une syntaxe qui est arborescente. Et si vous avez beaucoup d'individus, la taille du document va être énorme. Et du coup, comment dirais-je, l'utilisation de ce document et comment dirais-je, la recherche dans ce document pour gérer l'ontologie de façon générale va être très coûteux en mémoire. OK? Donc, dans ce genre de situation, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse la structure dans le document OWL, on va gérer les données dans un autre système qui peut être une simple base de données relationnelle. C'est possible de le faire. OK? Donc, c'est de là où vient le fait qu'on autorise à ce que les données soient gérées au sein de notre système parce que tout simplement, un document OWL, c'est un document textuel. Donc, si vous le chargez en entier en mémoire, ça ne va pas être évident à traiter. Donc, ça dépend bien sûr de votre ordinateur, mais généralement, dans ce genre de situation, on préfère que les données soient gérées au sein de notre système. Alors, quatrième profil, c'est le WL2RL, donc qui permet de concevoir des ontologies avec une sémantique qui est nécessaire et suffisante pour la représentation de connaissances. Donc là, c'est des ontologies qui ne nécessitent pas une très forte, comment dirais-je, sémantique, une très forte expressivité. Donc c'est seulement des ontologies pour lesquelles on a besoin de quelques concepts, de quelques, comment dirais-je, composants ontologiques pour représenter ces connaissances. Donc on n'a pas besoin de toute l'expressivité du langage. Donc, c'est à peu près comme ce qui se passe avec RDF Schéma. Avec RDF Schéma, on construit des ontologies qui ont une sémantique nécessaire et suffisante. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très évolué. Si vous avez besoin d'un mécanisme plus, comment dirais-je, plus expressif, là, il faudra voir l'un des autres profils. Et le profil qui offre toutes ces possibilités, c'est le WL2 Full, qui permet de concevoir des ontologies avec ce qu'on appelle une haute expressivité sémantique. Donc là, on exploite au maximum tout ce qui est offert par le langage OWL. Alors, concernant les syntaxes, dans la norme, dans la recommandation OWL2 du W3C, on a 5 principales syntaxes qui sont présentées. On a la syntaxe fonctionnelle, la syntaxe Churchill, la syntaxe Manchester, par référence à l'université de Manchester, la syntaxe RDF XML, c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, en détail, parce que déjà, on a vu la syntaxe RDF schéma, donc vous êtes un peu familier avec. Donc, pour une suite logique, pour que ça soit simple pour vous, on va utiliser la syntaxe RDF XML dans la suite. Et enfin, on a la syntaxe OWL XML, qui est la dernière syntaxe nouvellement proposée en OWL2. Alors, maintenant, on va aller droit vers les composants de l'ontologie. De façon générale, une ontologie elle est composée de classes, de propriétés qui assurent le lien entre les classes et les individus qui sont les instances des classes. OK, donc, ces 3 composantes, c'est ce qui permet de définir une ontologie de manière générale. Alors, on va commencer avec une ontologie. Alors, la structure générale d'une ontologie, elle diffère d'une syntaxe à une autre. Mais ce qui est important ou ce qui est nécessaire qu'on va retrouver dans toutes les syntaxes, c'est les différents
IRI et vocabulaire dont on va avoir besoin, et aussi l'IRI de l'ontologie elle-même. Parce que la logique du web sémantique de façon générale et aussi dans les ontologies, et ce qu'on a vu aussi avec RDF, tout est considéré comme ressource. Et chaque ressource possède son propre IRI. Et une ontologie, c'est aussi une ressource qui possède son IRI. Alors, on commence par la syntaxe fonctionnelle. Donc, je vais vous parler seulement des différentes syntaxes, mais uniquement pour la structure de l'ontologie. Pour les détails, on va plus détailler la syntaxe RDF XML. Alors, dans la syntaxe fonctionnelle, la première chose à faire, c'est de définir les préfixes. Chaque préfixe avec un nom et l'IRI correspondante. Donc là, comme vous voyez, on a le VL, RDF, XML, XST, RDF schéma, etc. Et pour l'ontologie, on va la définir avec le mot-clé ontologie. Et on va donner ces détails entre deux parenthèses ouvrantes et fermantes. Mais la première chose à signaler, c'est l'IRI de l'ontologie elle-même. Donc la syntaxe fonctionnelle, c'est une syntaxe qui est très simple. Donc généralement, la syntaxe fonctionnelle, on l'appelle fonctionnelle parce qu'elle est écrite sous forme de fonction. Comme vous voyez, on a préfixe, on ouvre une parenthèse avec des composantes et on ferme la parenthèse. Pour l'ontologie, pareil, on ouvre parenthèse et on met les composants entre les deux parenthèses ouvrantes et fermantes. C'est pour cela qu'on appelle la syntaxe fonctionnelle parce qu'elle est écrite sous forme de fonction, tout simplement. Elle est très simple comme syntaxe, c'est la plus simple en fait. Après, on a la syntaxe Manchester. Donc là aussi, on définit les préfixes. On met préfixe de point, on met le nom du préfixe de point et l'IRI entre des chevrons. Pareil pour l'ontologie, on met ontologie de point, on met en chevron l'IRI de l'ontologie et juste après, on met les différentes composantes de notre ontologie. Après, on a la syntaxe Churchill, donc pour laquelle on définit les préfixes avec arrobas préfixe. Donc, et là, vous définissez les différents préfixes. Et vous avez un préfixe par défaut. Okay? C'est le préfixe qu'on va utiliser pour les composantes de l'ontologie. Et aussi, pour définir votre ontologie ou l'IRI de votre ontologie, vous mettez l'IRI entre des chevrons et vous utilisez RDF type. RDF type, si vous vous rappelez, on a vu en RDF, c'est une propriété qui permet de définir un type pour une ressource. Donc là, cette ressource-là qu'on est en train de définir, elle possède un type qui est OWL ontologie, tout simplement. Et par la suite, on spécifie les différentes composantes de l'autre ontologie. Pour la syntaxe RDF XML, c'est la syntaxe, comme j'ai dit, qu'on va détailler, Inch'Allah. Donc là, comme vous le voyez, c'est du XML, tout d'abord, et ensuite, c'est du RDF. Donc la balise racine, c'est RDF, RDF. Vous spécifiez les différents namespaces. Chaque namespace correspond à un préfixe. Chaque préfixe avec son IRI. Et ensuite, vous définissez votre ontologie avec OWL ontologie et vous donnez l'IRI, vous spécifiez l'IRI de votre ontologie avec RDF about, qui va avoir comme valeur l'IRI complet de votre ontologie. Donc là, il faut faire attention, OWL ontologie, c'est une balise qui est auto-fermante. Donc vous la fermez juste après. Donc les différentes composantes sont définies entre la balise ouvrante et la balise fermante de RDF, RDF. Il faut faire attention. Et enfin, on a la syntaxe OWL XML. C'est une syntaxe qui se base aussi sur XML, mais qui n'utilise pas RDF. Alors, la syntaxe, elle est un peu lourde. Okay? Donc là, par exemple, pour définir une ontologie, la balise racine, c'est ontologie. Vous définissez les différents namespaces dont vous aurez besoin, avec des préfixes. Et l'IRI de l'ontologie, vous la définissez comme attribut de la balise racine ontologie avec sa valeur. Et par la suite, vous définissez encore une fois les préfixes, vous les explicitez, même si vous les avez définis comme namespace, mais il faudra les expliciter encore une fois avec la balise préfixe, name et l'IRI. OK? Et ainsi de suite. Donc, le reste des composants, il est défini entre la balise ouvrante et la balise fermante. Alors là, c'est juste une vue d'ensemble de comment on crée la structure de l'ontologie avec les différentes syntaxes. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour le reste, on va utiliser ou on va expliciter uniquement la syntaxe RDF XML. Alors, on commence par les classes. Pour déclarer une classe
en OWL avec la syntaxe XML, on utilise OWL class. Donc, c'est une balise qui permet de créer une classe. Donc, on utilise RDF about avec l'IRI complète de la classe. Vous pouvez aussi utiliser RDF ID. Si vous utilisez RDF ID, qu'est-ce qu'il faudra faire? Ou c'est quoi la différence de façon générale avec RDF about? C'est le même principe que dans RDF. Parce que comme je vous ai dit, avec la syntaxe RDF XML, on utilise ce qu'il y a dans RDF schéma, et on va le compléter avec de nouvelles balises. Alors, c'est quoi la différence entre RDF about et RDF ID? Monsieur, si on utilise RDF ID, il faut faire un namespace par défaut pour le concaténer. Exactement. Avec Donc là, oui, exactement. Alors, donc là, donc c'est bien ce que vient de dire votre camarade, et même Ayoub Sana, il a dit la même chose. Avec RDF ID, on spécifie une simple chaîne de caractères, mais qui est, comme vient de le dire votre camarade, qui va être complétée par le contenu ou l'IRI du namespace par défaut. OK? Donc, généralement, on utilise pour alléger un petit peu la syntaxe de l'ontologie ou là du graphe RDF de façon générale. OK? Donc là, dans l'exemple, vous pouvez, comme j'ai dit, utiliser soit RDF ID. Dans ce cas-là, vous êtes contraint de déclarer un namespace par défaut, ou bien RDF about et vous explicitez le namespace complet. Et là, à la fin, il faudra spécifier le nom de la classe. Donc, c'est le nom de la classe qui doit être précisé à la fin de l'IRI, précédé par le caractère dièse. Alors, ici, on utilise OWL class. En RDF schéma, on avait RDFS class. Et donc, ils ont changé ça en OWL. Mais par contre, pour déclarer une classe comme étant une sous-classe, on utilise RDFS subclass of. Là, on va exploiter la balise subclass of de RDF schéma. OK? Alors, entre la balise ouvrante et la balise fermante d'une classe, donc on spécifie sa classe mère avec RDFS subclass of et vous utilisez RDF resource pour lier cette classe fille à sa classe mère tout simplement. Donc, c'est le même, ça se fait de la même manière que ce qu'on a vu en RDF schéma. Donc, la seule différence, c'est que les classes sont préfixées avec OWL et non pas avec RDFS. Alors, on va maintenant voir les choses qu'on n'a pas dans RDF schéma, mais qu'on retrouve dans l'OWL. La première, c'est la disjonction entre sous-classes. Donc, des fois, vous avez besoin de créer ou de dire comme quoi des classes sont disjointes. Donc, quelqu'un peut me rappeler ce que c'est que des classes disjointes? Alors, Sana, elle dit une classe A ne peut pas être classe B. Oui, c'est à peu près ça. Mais pour être exact, on parle de disjonction dans des relations d'héritage. Vous avez par exemple une classe A dont hérite deux classes B et C, par exemple. OK? Donc, on dit que les deux classes B et C, par exemple, sont disjointes si pour chaque membre de la classe B, il n'est pas membre en même temps de la classe C, tout simplement. Donc, un autre exemple plus concret, c'est par exemple hommes et femmes. Donc, les classes hommes et femmes sont disjointes. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas être en même temps une femme ne peut pas être en même temps un homme, tout simplement. C'est ce qu'on appelle les classes disjointes. Alors, dans l'OWL, on a deux manières pour représenter les classes disjointes. Donc, la première, donc, c'est ce qui a été ajouté dans la norme OWL2. On utilise la balise All Disjoint Classes. Et à l'intérieur, entre les deux balises ouvrantes et fermantes, on va spécifier les membres de ce groupe-là, avec OWL Members et avec comme type Parse Type Collection. Et là, vous spécifiez les différentes classes que compose votre ensemble disjoint. Et là, ces classes sont disjointes deux par deux. Okay, parce qu'on parle de disjonction entre deux classes. Donc, cette syntaxe, elle est venue pour améliorer une syntaxe précédente. On va la voir tout de suite. Alors là, ça veut tout simplement dire que la classe 1 est disjointe avec la classe 2,
que la classe 2 est disjointe avec la classe 3 et que la classe 3 est disjointe avec la classe 1. Parce que la disjonction, elle est binaire. OK? Mais cette syntaxe, elle permet de simplifier la chose, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Donc là, on utilisait RDF about. Donc, on utilise si vous déclarez les classes pour la première fois. Mais si elles sont déclarées, vous utilisez RDF resource, tout simplement. Alors, la deuxième syntaxe, si vous voulez, c'est l'ancienne syntaxe qu'on avait avant. Donc, c'est l'utilisation de OWL disjoint with. Donc là, pour chaque classe, vous définissez les classes avec lesquelles elle est disjointe. Par exemple, pour la première classe, qui est la classe 1, on va dire qu'elle est disjointe with la classe 2. Et on va dire aussi qu'elle est disjointe with la classe 3. OK, on va fermer la première classe. Pour la deuxième classe, on va dire qu'elle est disjointe with la classe 3. Et pour la classe 3, on ne va rien faire. Parce que tout simplement, on a dit qu'elle est disjointe avec la classe 2, qu'elle est disjointe avec la classe 1. Parce que la relation de disjonction, elle est symétrique, c'est-à-dire qu'elle est valable dans les deux sens. Si tu dis que la classe 1 est disjointe avec la classe 3, ça veut dire que la classe 3 elle est disjointe avec la classe 1, tout simplement. Donc, il suffit de la signaler dans l'une des classes pour qu'elle soit valable dans les deux sens, tout simplement. Alors, ensuite, on a ce qu'on appelle les classes équivalentes. Alors, pour définir une classe équivalente, donc vous avez, par exemple, vous définissez une classe et vous dites qu'elle est équivalente à une autre classe. Donc, tout simplement, c'est comme si vous avez déclaré des synonymes. Donc, c'est-à-dire que tout individu, par exemple, là, j'ai la classe A qui est équivalente à la classe B. Tout individu qui appartient à la classe A appartient aussi à la classe B et vice-versa. Aussi, quand vous déclarez deux classes comme étant équivalentes, donc elles vont se partager toutes leurs propriétés et même leurs sous-classes, même leur classe mère. Donc elles vont tout se partager. Donc en fait, on peut voir l'équivalence entre classes comme une relation d'héritage qui est valable dans les deux sens. C'est comme si j'avais dit que la classe A hérite de la classe B et que la classe B hérite de la classe A. Donc vous allez me dire que ça n'existe pas, ok? Mais le principe ici, c'est quoi? C'est tout simplement comme quoi ces classes, elles vont tout se partager. Donc, si vous avez défini des propriétés dans la classe A qui n'existent pas dans la classe B va les récupérer. Et vice-versa. S'il y a des choses dans la classe qui appartiennent à la classe B, elles vont être prises aussi par la classe A. Okay, c'est ce qu'on appelle l'équivalence de classe. Et l'équivalence de classe, elle est utilisée pour déclarer des cas spécifiques, ce qu'on appelle des restrictions. Okay? Un des exemples des restrictions, c'est l'intersection de classes. Donc, vous connaissez le principe d'intersection des classes. Alors, pour définir l'intersection, par exemple, là, on va définir une classe mère qui va être le résultat de l'intersection de deux autres classes qui sont la classe femme et la classe parent. Alors, pour définir ça, on utilise OWL equivalent class. Donc là, on va dire qu'en quoi cette classe mère, elle est équivalente à une autre classe dont le résultat est une intersection de deux autres classes qui sont la classe femme et la classe parent. OK? Donc, pour ce faire, on utilise la balise intersection of. Alors, ensuite, donc là aussi, vous déclarez, vous mettez OWL class sans spécifier de RDF ID ou quoi que ce soit d'autre, parce que c'est une classe qui est résultante de l'intersection de deux autres classes et on va la placer ou voilà la mettre comme classe équivalente à la classe mère. Donc, quand vous spécifiez une classe sans nom, c'est ce qu'on appelle une classe anonyme. Il ne possède pas de nom, tout simplement. Alors, pareil pour l'union. Si vous voulez déclarer l'union de deux classes, vous utilisez union of de la même manière que l'intersection. Donc là, par exemple, on a la classe personne, qui est une classe équivalente à une classe qui est le résultat de l'union des étudiants et des salariés. Donc là, je vais dire qu'en quoi la classe personne, c'est l'union des étudiants et des salariés, tout simplement. OK? Mais là, quand je fais ça, ça veut dire qu'un étudiant peut être, un étudiant est une personne, un salarié est une personne, et il se peut qu'une personne soit étudiant et salarié à la fois. Okay? C'est-à-dire que la disjonction ici n'est pas traitée. Si vous voulez traiter la disjonction, vous avez deux choix.
soit vous utilisez la disjonction dans l'une des deux classes avec les deux syntaxes précédentes, ou bien on a ce qu'on appelle l'union disjointe. Donc, ça permet de créer l'union, plutôt de déclarer comme quoi une classe est l'union de deux autres classes ou de plusieurs autres classes, et que ces classes-là sont disjointes. Donc, la syntaxe, elle est un peu compliquée. Par exemple, là, on a une classe 1, on va la déclarer comme étant l'union disjointe de deux autres classes. Donc là, les classes, on ne va pas… Oui? Monsieur, j'ai pas bien compris à quoi ils vont nous servir les classes équivalentes. Alors, les classes équivalentes, on les utilise principalement quand vous voulez faire ce qu'on appelle l'alignement d'ontologie. Vous avez deux ontologies qu'on va regrouper dans une seule. OK? Et quand vous regroupez deux ontologies, on a besoin de ce qu'on appelle des points de contact. OK? Ces points de contact, généralement, c'est des classes. Et il se peut que ces classes-là soient nommées de deux manières différentes dans ces ontologies-là. OK? Par exemple, vous avez deux ontologies qui contiennent le concept humain et personne. Une personne, c'est un être humain, on le sait. OK? Et quand vous allez aligner ces deux ontologies, il faudra coupler, il faudra dire qu'en quoi une personne, c'est un humain. Et un humain, c'est une personne. OK? Pour ce faire, on va regrouper les deux structures et ajouter qu'en quoi la classe, par exemple, humain, elle est équivalente à la classe personne. Et là, automatiquement, tout le travail, il est fait. Donc, pas la peine de refaire quoi que ce soit. Il va faire le lien. Aussi, les classes équivalentes, elles sont utilisées dans ce qu'on vient de voir pour définir l'union et l'intersection. OK? Parce que là, donc je vous demande de regarder seulement cette partie. OWL class, union of, et c'est tout. Donc, ça produit ce qu'on appelle une classe anonyme, qui n'a pas de nom. OK? Et en utilisant equivalent class, on va lier cette classe anonyme à la classe qu'on a définie, tout simplement. OK? Donc, et là, le résultat de l'union de ces deux classes sera, comment dirais-je, déduit ou sera par conséquent lié à la classe personne dans cet exemple-là. Donc, c'est dans ces deux situations qu'on utilise les classes équivalentes. Et c'est pareil pour l'intersection. J'espère que j'ai été clair. Merci, monsieur. Alors, je reviens à l'union disjointe. Comme je vous ai dit tout à l'heure, comme je vous ai expliqué, dans l'union normale, là, une personne peut être un étudiant, elle peut être un salarié, comme elle peut être les deux à la fois, c'est-à-dire étudiant et salarié. Donc, l'intersection n'est pas nulle ici. Dans l'union disjointe, c'est l'inverse. Donc là, donc déjà, je vais expliquer la syntaxe. Donc, pour déclarer une classe, par exemple la classe 1 comme étant l'union disjointe de deux autres classes, on utilise des joints union of. Et elle possède comme type collection. Donc, on va expliciter avec RDF parse side. Et là, à l'intérieur, on va mettre des descriptions avec RDF about qui vont lier les classes qui participent à l'union disjointe. OK, donc la syntaxe, elle est un peu lourde, je le confirme. Mais bon, alors, l'exemple, donc si on revient à l'exemple précédent de l'union, donc si vous déclarez par exemple les classes étudiants et salariés comme étant l'union disjointe de la classe personne, donc là ce qui va se passer c'est que la classe personne va contenir soit des étudiants, soit des salariés, et vous n'allez jamais avoir une personne qui est étudiant et salarié en même temps, tout simplement. C'est ce qu'on appelle l'union disjointe. OK? Donc, on peut remplacer ici la classe 1 par personne, classe 11 par salarié et classe 12 par étudiant. Et là, ça va tout simplement donner comme résultat qu'en quoi une personne peut être soit étudiant, soit salarié, mais jamais les deux à la fois. OK? Alors, c'est tout ce qu'il y a à dire pour les classes. Donc maintenant, on va parler des propriétés. On va beaucoup s'attarder sur les propriétés. Alors, les propriétés permettent d'établir des liens entre les concepts d'une ontologie. Donc, comme pour RDF schéma, chaque propriété possède un nom, le domaine et le range. OK? Et quand je dis nom, donc un nom complet avec une IRI. Mais le WL,
il a séparé les propriétés en deux catégories. On a ce qu'on appelle les object properties et les data properties. Donc, les object properties permettent de lier un concept à un autre concept. Mais par contre, les data properties permettent de lier un concept à une valeur qui peut être une chaîne de caractères, une valeur numérique ou autre. OK? Mais ça reste une valeur. Alors, on va commencer par les object properties. Comme j'ai dit, qui permettent de relier entre deux classes. Alors, pour définir un object property avec la syntaxe RDF XML, on utilise la balise OWL Object Property avec soit RDF ID, soit RDF About. Et là, vous spécifiez le domaine et le range de votre propriété en utilisant RDFS domain, RDFS range. Et là, vous spécifiez avec RDF resource les classes, les classes du domaine et les classes du range. Donc là, pour l'object property, le range doit absolument être une classe. Donc, si vous vous rappelez avec RDF schéma, on a dit que le range peut être soit une classe, soit un type d'XML schéma. OK? Mais avec l'OWL, ils ont séparé entre les deux types de propriétés. Un object property, désolé. Un object property permet de relier deux classes et les data property entre une classe et un type. Alors, pour la syntaxe des data property, comme j'ai dit, ça permet de relier une classe à un littéral. Vous mettez OWL data property avec un ID. Le domaine, c'est une classe, mais pour le range, c'est un type. Et généralement, on utilise les types XML schéma. OK? Qu'on définit de cette manière, un et XSD, point virgule, et le type XML schéma. Par exemple, là, j'ai mis le type string. Mais ça peut être, comme je l'ai dit, n'importe lequel des types XML schéma. Alors, maintenant, on va parler des caractéristiques des propriétés. Et principalement des caractéristiques des object properties. Parce que les caractéristiques qu'on va voir, c'est des caractéristiques, donc pour la grande majorité, ne peuvent s'appliquer que sur les object properties, qui ont le domaine et le range, qui sont des classes. La première caractéristique, c'est la symétrie. Donc, on dit qu'une propriété, elle peut être symétrique quand vous avez une classe qui est liée à elle-même avec une propriété. C'est-à-dire que la classe du domaine et la classe du range sont les mêmes. Aussi, la propriété, quand elle est symétrique, c'est-à-dire qu'elle est valable dans les deux sens. Par exemple, on a une personne qui est l'ami d'une autre personne. OK, ça c'est une propriété qui est symétrique. Par exemple, Saïd est l'ami de Karim. Ça veut dire aussi que Karim, c'est l'ami de Saïd. Okay? C'est quelque chose qui est valable dans les deux sens. C'est ce qu'on appelle une propriété qui est symétrique. Alors, concernant la syntaxe, on spécifie notre object property avec son ID, le domaine et le range. En utilisant la balise RDF type, vous spécifiez comme quoi cette balise, elle est symétrique, avec OWL symmetric property. Donc, c'est ce qui permet de signaler comme quoi cette propriété, elle est symétrique. Dans l'autre sens, on a l'asymétrie, qui est l'inverse de la symétrie. Donc, ça permet tout simplement de dire comme quoi une propriété qui possède le domaine et le range de la même classe, et comme quoi cette propriété n'est pas valable dans les deux sens. Par exemple, on va dire qu'une personne est l'enfant d'une autre personne. OK? Cette propriété n'est pas symétrique. Ça veut dire quoi? Si Ibrahim est l'enfant de Mohammed, donc on déclare comme quoi cette propriété est asymétrique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas valable dans les deux sens. C'est-à-dire qu'Ibrahim n'est pas l'enfant de Mohammed, tout simplement. Donc c'est une propriété qui est valable dans un seul sens, tout simplement. Alors, pour déclarer une propriété ou un object property comme étant symétrique, pareil, avec RDF type, vous mettez OWL asymmetric property. Après, on a la réflexivité. Donc, une propriété réflexive en OWL, c'est une propriété qui, là aussi, possède le domaine et le range qui appartient à la même classe. Mais attention,
la réflexivité dans l'OWL et dans les ontologies, c'est pas la même chose que la réflexivité dans les bases de données relationnelles. Donc, une association réflexive dans le modèle conceptuel de données, c'est une association qui va lier une entité à elle-même. OK? Mais ça reste côté structure. Là, la réflexivité, on en parle au niveau des instances, donc au niveau des individus de la classe. Une propriété réflexive, c'est une propriété qui va lier un individu à lui-même. OK? Et non pas, on ne parle pas de la classe dans sa globalité, mais on parle d'individus. Par exemple, une personne se connaît elle-même. C'est-à-dire que l'instance de cette propriété peut tout simplement lier une personne, qu'on va par exemple appeler Mohamed. Mohamed se connaît lui-même. Okay? Donc c'est une propriété qui va lier cette personne à elle-même. C'est-à-dire l'instance à elle-même. Okay? Il faut faire très, très, très attention. La réflexivité au niveau du web sémantique ou au niveau des ontologies, elle est complètement différente de la sémantique, de la réflexivité au niveau des bases de données. Et même au niveau du modèle orienté objet. Okay? Donc là, on parle d'individus. Et de façon générale, pour que les choses soient claires, quand vous manipulez des ontologies, là, quand vous créez une ontologie, le raisonnement doit se faire au niveau des individus et non pas au niveau de la structure. Ce n'est pas comme les bases de données donc, pour lesquelles on travaille plus sur la structure. Okay? Là, le raisonnement et les déductions se font à base des individus. C'est à base des individus qu'on crée les classes. Okay? C'est à base des individus qu'on crée les propriétés. C'est comme ça que ça se passe pour les ontologies. Alors là, dans l'exemple, une personne se connaît elle-même. Comme j'ai dit, ça va lier un individu à lui-même. Elle ne va pas le permettre de le lier à une autre personne. OK? Alors, pour mettre en place la réflexivité pour une propriété, toujours avec un RDF type, et là, vous mettez OWL reflexive property. Alors, vous pouvez dire qu'une propriété est irréflexive, c'est-à-dire c'est l'inverse de la réflexivité. C'est-à-dire qu'une propriété qui va lier un individu d'une classe à un autre individu de la même classe, et qu'elle n'est pas valable pour lier un individu à lui-même, tout simplement. C'est ce qu'on appelle la irréflexivité. Alors, par exemple, donc on reprend le même exemple de enfant 2. Si vous dites qu'une personne, c'est l'enfant d'une autre personne, donc on a déclaré tout à l'heure comme étant asymétrique, on peut la déclarer aussi comme irréflexive. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être l'enfant de soi-même. On est d'accord? OK? Donc là, on va dire que cette propriété est irréflexive. Pour la syntaxe, pareil avec dans la déclaration de votre object property, vous mettez RDF type et vous signalez comme étant c'est une propriété qui est irréflexive avec OWL irréflexive property. Après, on a la transitivité. Alors, c'est quoi la transitivité? Vous la connaissez, c'est un principe mathématique que vous connaissez normalement. C'est quoi la transitivité? Non, vous avez oublié ce que c'est que la transitivité? Donc, OML a dit équivalente. Je n'ai pas compris ce que tu veux dire par équivalente. Othman, il dit que si A plus B égale B plus A. C'est plus une symétrie ce que tu viens de définir, Othman. Alors, Safa, elle dit qu'on a A, B et B, C, donc AC. Oui, c'est exactement ça. Donc là, ce qu'a dit votre ami Safa, il est correct. Donc la transitivité, c'est tout simplement le principe de dire qu'en quoi, si A est lié à B et que B est lié à C, ça veut dire que A est lié à C. C'est ce qu'on appelle la transitivité. OK? Alors, la transitivité, on l'utilise aussi quand vous avez une propriété dont le domaine et le range appartiennent à la même classe.
Ok, une propriété transitive, elle agit sur ce genre de cas. Alors, un exemple, on va dire qu'une région, elle est incluse dans une autre région. Par exemple, on a une région A qui contient une région B, et la région B contient une région C. Ok? Donc là, ça veut dire que A contient la région C, tout simplement. C'est ce qu'on appelle la transitivité. Et là aussi, pour mettre en place ce mécanisme de transitivité, avec RDF type, vous spécifiez qu'en quoi l'object property est transitive avec OWL transitive property. Alors, on a aussi la possibilité de déclarer une propriété comme étant fonctionnelle. Donc, la propriété fonctionnelle, on en a parlé dans les logiques de description. Quelqu'un peut me rappeler de ce que c'est qu'une propriété fonctionnelle? On a vu ce que c'est qu'une propriété fonctionnelle. Est-ce que c'est qu'une propriété qui est inversement fonctionnelle? OK? Alors, ça veut dire quoi? Non, vous avez oublié? Je sais que ça remonte à l'époque où on faisait les cours en présentiel. OK, mais on en a parlé. Je me rappelle qu'on en a parlé longuement. Alors, ma question, même, c'était c'est quoi une propriété fonctionnelle? On l'a vu dans les logiques de description. On a vu les propriétés fonctionnelles et les propriétés inversement fonctionnelles. Donc, c'est des propriétés que vous liez entre deux classes qui peuvent être différentes. Non? Alors, je vais vous expliquer ça par l'exemple. Alors, on a, par exemple, deux classes, femme et homme. Et on a la propriété mariée A, pour dire qu'en quoi une femme, elle est mariée à un homme. Alors, quand vous déclarez une propriété comme étant fonctionnelle, par exemple, la propriété mariée A, ça veut dire que, par exemple, si Halima, elle est mariée à Mohamed, ça veut dire que Halima ne peut pas être mariée à un autre homme, quel qu'il soit, tout simplement. C'est-à-dire que si cette propriété, elle est appliquée pour une instance de la classe femme, elle ne peut se produire qu'une seule fois. OK? C'est-à-dire qu'une femme, elle peut être soit mariée à un seul homme, soit pas du tout mariée. OK? Donc, c'est comme si vous avez des cardinalités 0, 1, tout simplement. OK? Donc, je répète. Donc là, dans tous les cas, il faudra raisonner sur les individus. Quand vous voulez comprendre un concept de façon générale dans les ontologies, il faudra essayer de le comprendre avec des exemples d'instances de la classe ou d'individus de la classe. Alors, je répète, si par exemple, Aïcha est une femme qui est mariée à un homme qui s'appelle Mohamed, ça veut dire que Aïcha ne peut pas être mariée en même temps à un autre homme. C'est-à-dire que la propriété mariée à ne peut se produire qu'une seule fois pour une femme. Elle ne peut pas se produire plusieurs fois. OK? C'est ce qu'on appelle une propriété qui est fonctionnelle. Et c'est la seule propriété qu'on peut utiliser pour les data properties. Parce que pour toutes les propriétés qu'on vient de voir et qu'on va voir par la suite, parce qu'il y en a quelques-unes d'autres, elles ne sont valables que pour les objects properties. OK? Il n'y a que la propriété ou la caractéristique fonctionnelle qui peut s'appliquer même aux data properties. Et si on applique ça aux data properties, par exemple, on a une personne qui possède un CINE qui est une chaîne de caractères. Ça, c'est une data property. OK? Si on déclare cette data property comme étant fonctionnelle, qu'est-ce qu'on va avoir? Le CIN. CIN, c'est la propriété. OK? Si on déclare la propriété CIN comme étant fonctionnelle, qu'est-ce que cela va engendrer, à votre avis? Voilà, exactement. Donc là, comme l'a dit votre ami Safar, c'est unique. C'est exactement ça. Donc ça veut dire tout simplement, si une personne possède un CIN, par exemple AB 1, 2, 3, il ne va jamais y avoir une autre personne, OK? Ou plutôt, désolé, c'est pas ça. Si une personne possède un CIN AB 1, 2, 3, ça veut dire que cette personne ne peut pas avoir un autre CIN, tout simplement. OK?
Donc, c'est ce qu'on appelle une syntaxe fonctionnelle. C'est une propriété fonctionnelle. Elle peut se produire qu'une seule fois et une seule fois. Elle ne peut pas se produire plusieurs fois pour une même instance. Alors, et là aussi, pour mettre en place ou pour déclarer une propriété comme étant fonctionnelle, toujours avec RDF type, et vous mettez OWL, functional property. Et pour ce qui est des propriétés inversement fonctionnelles, alors, ça peut être quoi? Donc, on vient de parler des propriétés fonctionnelles. OK? On a les propriétés qui sont inversement fonctionnelles. C'est quoi une propriété inversement fonctionnelle? Alors, Maïma, elle a donné l'exemple homme marié à femme. Oui, oui, on peut voir ça comme une propriété inversement fonctionnelle. Pourquoi? Parce que tout simplement, une femme ne peut pas être mariée à un autre homme. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, Mohamed est marié à Halima, ok, ça veut dire que Halima ne peut pas être mariée avec un autre homme. C'est-à-dire que cette propriété, mariée à, depuis homme et femme, entre homme et femme, ne peut pas se produire pour la même personne Halima avec un autre homme, tout simplement. Donc là, Fatima, elle a dit un N. C'est à peu près ça. Donc c'est une propriété qui peut avoir des qualités 1N. Alors, on va voir un autre exemple. C'est l'exemple qui est donné dans la recommandation du W3C. Donc, une femme, c'est la mère biologique d'une personne. OK? Donc, on dit qu'une personne peut avoir plusieurs mamans. OK? Mais il ne peut avoir qu'une seule mère qui est biologique, la seule femme qui l'a mis au monde. OK? Donc, ça veut dire que si, par exemple, Halima, par exemple, est la mère biologique de Mohamed, ça veut dire que Mohamed ne peut pas être lié à une autre femme avec la même propriété mère biologique, tout simplement. L'autre exemple qu'a donné votre camarade tout à l'heure, c'est marié à un homme marié à une femme. Donc la femme, elle ne peut pas être mariée à un autre homme, tout simplement. OK? Donc c'est ce qu'on appelle une propriété inversement fonctionnelle. Dans la propriété fonctionnelle, on fixe le domaine, OK? Et on dit que le range ne peut pas être différent. C'est-à-dire qu'il ne peut avoir qu'un seul range à la fois. Et dans la propriété inversement fonctionnelle, c'est l'inverse. On fixe le range et on dit qu'il ne peut pas être lié à un autre domaine, tout simplement. Alors, pour la syntaxe, donc là aussi, en utilisant RDF type, on va déclarer notre object property comme étant inversement fonctionnel en écrivant OWL inverse functional property. Alors, aussi, il est possible de définir une propriété comme étant inverse d'une autre propriété. Donc, en écrivant, donc déjà, vous définissez deux classes et vous avez la première classe, la classe A, elle est liée à la classe B avec une propriété 1 et la classe B, elle est liée à la classe A avec une autre propriété qu'on a appelée propriété 2. Donc, il est possible de déclarer ces deux propriétés comme étant l'une inverse de l'autre. Mais pour que ça soit valable, il faudra que le domaine de la classe A le domaine de la propriété 1 soit le range de la propriété 2 et que le domaine de la propriété soit le range de la propriété 1. OK? Alors, donc l'exemple qu'on va voir, c'est l'exemple de marié à marié à. Donc, un homme, il est marié à une femme. OK? Et une femme, elle est mariée à un homme. Donc, si vous déclarez ces propriétés comme étant l'une et l'inverse de l'autre, ça veut dire tout simplement, ça va permettre de dire que si Aïcha est mariée à Mohamed, ça veut dire que Mohamed, il est marié à Aïcha, tout simplement. Alors, pour signaler cela, vous définissez votre première propriété, l'une des deux, OK? Et dans la seconde propriété, vous déclarez comme étant inverse à l'autre propriété que vous définissez avec RDF resource en utilisant la balise OWL inverse of. Donc vous signalez ça dans l'une des deux propriétés, ça va être valable dans les deux sens. Alors,
il est possible qu'un ensemble de propriétés soit déclaré comme clé pour une classe donnée. C'est l'une des nouveautés d'ailleurs du OWL2. Donc là, par exemple, la classe personne, je vais, par exemple, dire qu'elle possède une clé avec OWL Husky et à l'intérieur, je vais mettre des data properties parce que dans le Husky, on spécifie que des data properties. Donc, dans l'exemple ici, j'ai défini la propriété CIN comme étant une propriété clé de la classe personne. OK? Et là, ça va tout simplement permettre de dire qu'en quoi on va identifier une personne de manière unique à partir de la valeur du data property CIN, tout simplement. C'est un peu l'équivalent à quoi dans les bases de données relationnelles? Voilà, donc Ayoub Sana, il a dit c'est la clé primaire, c'est exactement ça. OK? Donc avec ASCII, vous pouvez définir une ou plusieurs propriétés. Parce que là, regardez, donc là j'ai RDF par type collection, c'est-à-dire que vous pouvez définir plusieurs data properties dont l'ensemble va définir ou identifier une instance de manière unique, tout simplement. Et c'est le même principe que pour les bases de données relationnelles. Donc là, ça veut dire tout simplement qu'on va reconnaître une personne, on va identifier une personne de manière unique avec la valeur de sa CIN, tout simplement, de son CIN. Alors, on a aussi une autre nouveauté d'OWL2, c'est les propriétés en chaîne. Alors, ça permet de définir des propriétés à partir d'un enchaînement d'autres propriétés. L'exemple le plus courant qu'on donne, c'est que le frère d'un père est un oncle. OK? Alors, on va mettre ça sous forme d'exemple. Mohamed est le frère de Hassan. Hassan, c'est le père de Salim. Donc là, de cet enchaînement, on peut déduire que Mohamed, c'est l'oncle de Salim. OK? Donc là, vous avez deux instances, plutôt trois instances qui sont liées avec deux propriétés différentes. Mohamed, frère de Hassan, Hassan, père de Salim. Et à partir de cet enchaînement, on peut déduire qu'une relation entre ces deux concepts, Mohamed et Salim, comme quoi Mohamed, c'est l'oncle de Salim, tout simplement. C'est ce qu'on appelle les propriétés en chaîne. Alors, pour mettre en place ce mécanisme des propriétés en chaîne, vous mettez RDF description, et à l'intérieur, vous mettez la balise OWL property chain. Et là, vous spécifiez les object properties qui, qui définissent le chemin, ou la chaîne. OK? Donc là, l'ordre d'apparition est important. Par exemple, là, on a commencé par père 2, suivi de frère 2. Donc là, c'est l'inverse. Donc je me suis trompé. Je vais le rectifier par la suite, c'est pas grave. Alors, là, normalement, c'est le frère qui est au début. Donc, l'objet property frère 2 suivi de père 2. OK? Et le résultat, on va le définir avec sa property of, qui est la propriété oncle 2. OK? Alors, un autre exemple. Le fils d'un frère est un neveu. C'est l'inverse. Salim, c'est le fils de Hassan. Hassan, c'est le frère de Mohamed. Donc là, on peut déduire que Salim, c'est le neveu de Mohamed. Donc, de la même manière que tout à l'heure, sauf que là, le sens, il est inversé. C'est pour cela que je vous ai dit que l'acheminement, il est important. Alors, l'équivalent de ça en OWL, donc property chain, donc fils de, donc c'est la première propriété. Salim, c'est le fils de Hassan. Hassan, c'est le frère de Mohamed. Donc fils de, c'est la première propriété, suivi de frère de. Et le résultat de cette chaîne, c'est la propriété neveu 2 qu'on a définie avec sub-property of. Alors, pour finir cette partie sur les propriétés, on va parler de ce qu'on appelle les propriétés d'annotation. Donc, dont l'objectif est de fournir une description textuelle des entités présentes dans une ontologie, que ce soit des classes ou des propriétés. Et chaque annotation consiste en une propriété et une valeur qui peut être soit une valeur littérale, uniri
ou ce qu'on appelle un individu anonyme carrément. Alors, les propriétés d'annotation, on en a déjà vu. On a vu 4 en RDF schéma. RDF is label, RDF is comment, see also et is defined by. OK? Le WL2, il vous donne la possibilité d'utiliser ces 4 propriétés. Et il donne 5 autres propriétés d'annotation. Alors, la première, c'est deprecated. Donc, signale qu'en quoi une ressource elle est devenue obsolète, c'est-à-dire qu'il n'est plus valable. OK? Deprecated, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, donc pour les gens qui travaillent beaucoup avec Java. Si vous utilisez certaines classes, donc certaines classes qui sont anciennes, des fois quand vous accédez à une propriété ou à une méthode de la classe, il vous sort le nom de la classe qui est barré. Et si vous essayez de comprendre, il vous dit qu'en quoi cette propriété, cette méthode, elle est deprecated. C'est-à-dire qu'elle n'est plus valable et qu'elle va être supprimée dans la prochaine version, tout simplement. OK? Donc, vous pouvez signaler une ressource ou bien une propriété dans une ontologie comme étant deprecated avec ODVL deprecated. Si vous voulez déclarer la version, c'est avec ODVL version info. Prior version, donc vous donnez l'IRI de l'ontologie qui contient la version antérieure de la ressource courante. Backward compatible with, donc c'est l'IRI d'une ontologie contenant la dernière version antérieure qui est compatible pour une ontologie, pour une ressource dans l'ontologie courante. Et enfin, on a incompatible with. Donc, c'est l'IRI d'une ontologie qui contient une version antérieure qui est incompatible pour une ressource dans l'ontologie courante. Donc, avec ces 5 propriétés d'annotation ajoutées aux 4 qu'on a vues en RDF schéma, donc ça constitue un ensemble de 9 propriétés qu'on peut utiliser pour donner des informations supplémentaires sur n'importe quelle composante de l'ontologie ou pour l'ontologie elle-même. Okay, vous pouvez utiliser ces 9 propriétés pour l'ontologie, parce que l'ontologie, c'est aussi une ressource qui est définie avec une IRI. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Oui, Asma. ODVL incompatible with, donc on l'utilise pour signaler qu'en quoi une ressource n'est pas compatible avec quelque chose d'autre. C'est peu que vous ayez, comment dirais-je, une ressource qui possède un nom, et cette ressource, elle est définie avec le même nom dans une autre ontologie, qui peut être liée à cette ontologie-là. Alors, pour signaler qu'en quoi ces 2 ressources ou bien ces 2 classes, ces 2 propriétés ne vont dire rien, qu'ils n'ont rien de commun, même si ils ont le même nom, vous pouvez dire qu'en quoi elles sont incompatibles avec ça. Donc là, l'objectif, c'est tout simplement de lier entre les composants de 2 ontologies différentes, tout simplement, pour dire qu'en quoi ces 2 ressources ne sont pas compatibles. C'est tout ce qu'il faudra comprendre de ce concept-là. OK. D'autres questions? Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas d'autres questions. Donc, la partie ODVL, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, j'ai préféré séparer ça en 2 parties. OK. Donc, on va se voir mardi à 13h pour la suite ODVL. On va voir, Inch'Allah, le reste des composants d'ODVL. Il y en a d'autres, Inch'Allah, qu'on va détailler. Et par la suite, je vais vous donner un exercice à faire. Et on va entamer des ateliers pour la construction d'ontologie par la suite. On s'arrête là. Donc, comme j'ai dit, à mardi, Inch'Allah.